Les promesses de l'euro sont-elles tenues? Dans l'ensemble, oui. Les grandes promesses qui ont été faites à l'époque sont de 4 ordres. La première, c'est que l'euro nous libérerait du risque de change et des frais de conversion pour l'ensemble des échanges entre les États participants de la zone euro, qui représentent la moitié de nos échanges. On a tendance à oublier aujourd'hui à quel point c'est important. Par exemple, sur la simple période 90-98, la variation entre le franc et la lire a atteint plus de 60%, entre le franc et la peseta a atteint plus de 45%. Donc pour les entreprises qui commerçaient avec ces pays, c'était désastreux. Tout ceci, ça n'arrive plus aujourd'hui. C'est un avantage qui va au-delà des échanges entre les États participants, puisqu'une très grande partie de nos échanges internationaux avec des États non participants sont aussi facturés en euros et comme tels sont faits à l'abri du risque de change. Le deuxième avantage qui était souvent mis en avant, c'est que ça serait une grande monnaie internationale. C'est le cas. L'euro est très clairement la deuxième grande devise internationale juste après le dollar. Il y a par exemple 26 pays dans le monde qui ancrent leur monnaie à l'euro et une très grande partie des émissions obligataires internationales sont faites en euros. Le troisième avantage qui était souvent mentionné, c'est que l'euro faciliterait l'identité européenne, la renforcerait. Alors là, le résultat est un peu plus mitigé quand on regarde les enquêtes, notamment les enquêtes Eurobaromètre. Il n'y a que 25% des gens qui disent qu'ils se sentent plus européens avec l'euro. C'est peut-être dû au fait que dans nos sociétés modernes, l'importance prise par les pièces et billets est moins grande que ce qu'elle était il y a un siècle. De facto, quand vous payez avec votre carte Visa, peu importe que vous payez en euros, en livres sterling, en dollars ou en yens, vous payez d'abord et avant tout avec votre carte Visa. Donc il y a un petit effet, mais beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer. Et le dernier avantage, c'est un facteur de renforcement de l'intégration européenne. Alors c'est un avantage qui ne s'est pas délivré immédiatement, mais finalement sous la contrainte, c'est-à-dire avec le début de la crise de la zone euro, il y a eu des progrès spectaculaires dans l'intégration de la zone euro. Aussi bien sur le plan de la coordination des politiques économiques avec un ensemble de textes législatifs comme par exemple le two-pack, le six-pack qui donne à la Commission européenne des pouvoirs très renforcés, y compris le pouvoir de refuser le budget d'un État membre, que sur la création de filets de sauvetage des États en difficulté. On a créé plus de 1000 milliards d'euros de filets de sauvetage au total, entre le mécanisme européen de stabilité, la facilité européenne de stabilisation financière, etc. On a 3 ou 4 mécanismes d'un montant considérable. Et surtout, récemment, les progrès vers la création d'une union bancaire, avec la création pour les États participants à l'euro d'un mécanisme de supervision unique où toutes les banques sont supervisées, toutes les grandes banques sont supervisées par la Banque Centrale Européenne, d'un mécanisme de résolution unique lorsqu'on doit fermer une banque, et on est en train de négocier un pas supplémentaire avec un mécanisme commun de garantie des dépôts. Donc l'euro délivre de l'intégration européenne.